Il a été trahi par ses alliés les plus proches de son parti, et marqué comme un traître, mais il revient 20 ans plus tard. En tant que tueur de héros le plus fort, Zell était l'une des 14 lances de l'Empire, qui étaient les héros qui ont combattu et protégé le pays, mais les choses vont rapidement vers le sud. Quand l'empereur les envoie sur une arme mortelle, sur les 14 héros, 3 meurent dans le voyage, alors que 7 d'entre eux courent pour leur vie contre les ennemis les plus forts. Mais Zell et 3 de ses amis n'étaient pas des lâches, et se battaient courageusement contre ces chances imbattables, même gagner la bataille pour leur pays. Pendant qu'ils étaient sur le chemin du retour, à travers des jungles épaisses, ils ont été pris en embuscade par les 7 héros qui se sont enfuis. Et Zell, aux côtés de ses 3 amis fatigués, ont été rapidement surpassés. Les 7 héros ont tué les amis de Zell, tout en le coupant à travers les yeux. Et aussi, mais il survit en quelque sorte, les 7 lances sont plus tard connus sous le nom de 7 héros. Alors que Zell et ses amis sont appelés les 4 lances de la trahison, alors que les 7 héros annonçaient que Zell et ses amis se sont enfuis de l'ennemi. 20 ans plus tard, la capitale est bien gardée par le monastère, pour empêcher que l'un des paysans passe par. Chaque jour, plusieurs personnes qui essayent d'entrer illégalement à la frontière sont pendues et tuées publiquement, et ce jour n'était pas différent. En tant que moine en chef gras, accroche 4 paysans avant de commander leur mort. Bientôt il entend du bruit venant de derrière, et découvre que l'un de ses gardes a trouvé un autre immigrant illégal, qui est juste une petite fille rase cependant, et l'ancêtre de Trump, qui n'a aucune sympathie pour les immigrants, comme il ordonne également sa mort, mais heureusement, Zell apparaît derrière elle, affirmant qu'elle est sa sœur, alors qu'il essaye de repartir avec elle. Raz n'est pas dupe si facilement, et affirme que maintenant les deux seront exécutés. Avant qu'Azel ne puisse faire quoi que ce soit, un homme grand aux cheveux bleus apparaît derrière eux, et les attrape tous les deux. Faire semblant d'être un parent, alors qu'il s'excuse auprès de Raz, et le soudoyer avec des pièces d'or. Cette stratégie fonctionne comme Raz les permet de partir, alors que l'homme aux cheveux bleus leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer dans les frontières si facilement, sans aucune planification. Il prétend que lui a payé beaucoup d'argent aux contrebandiers et a planifié cela largement, alors il devrait rester à l'écart et ne faire aucun problème. Il regarde la fille nommée Pépé et demande « Pourquoi diable n'entrera-t-elle pas dans les frontières ?» Alors qu'elle répond malheureusement qu'il ne lui reste plus rien. De retour dans son village, où tout a été détruit. Soudain, Zell se pique des oreilles alors qu'il entend des gens venir, alors il prend Pépé et la met dans le ruisseau en dessous. Avant de dire à l'homme aux cheveux bleus d'obtenir son arme, près l'homme était confus, mais bientôt, 13 gardes sont sortis de derrière, les entourant complètement. Comme il demande encore plus d'argent, Zell se rend compte que le monastère n'est qu'un front, comme seuls des gens qui donnent beaucoup d'argent sont autorisés à traverser la frontière. Bientôt, l'un des gardes décide d'attaquer, mais sans aucune hésitation, Zell le divise en deux, avec juste une seule barre oblique de son épée. Cela choque vraiment l'homme aux cheveux bleus, puisqu'il ne sait pas que Zell est l'un des premiers héros et a plus de gardes l'attaque. Zell en fait un travail rapide, comme il les traverse tous sans effort. Une fois les gardes morts, il les jette tous dans le flux en dessous, alors que l'homme aux cheveux bleus le regarde, impressionné et demande son aide. Il se présente comme de l'herbe, et promet de le faire passer en contrebande et Pépé à l'intérieur des frontières. Aussi ce soir-là, tous les 3 sont transportés à travers le ruisseau, dans un petit bateau qui les emmène dans une taverne ombragée. Zell commence à boire comme mon oncle alcoolique, mais bientôt Wide le dirige dans une pièce, pour rencontrer le chef des contrebandiers, nommé Althea. Althea se révèle être une belle femme, qui commence à poser des questions avant de le dire à Zelda. Demain est la dernière chance de voir les 7 héros, et obtenir leurs autographes depuis qu'ils partent, pour supprimer une guerre civile contre les frontières. Cela attire l'attention de Zell, comme il ne veut rien de plus que de se venger de ces tueurs au cœur froid. Mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit, un homme entre dans la pièce et prétend que les moines sont dans la taverne. Avec des armes, Althea sort rapidement, pendant que Raz, le moine en chef, affirme qu'il a eu une nouvelle de cette taverne. Être un repère de contrebandier, Althea le nie rapidement, mais Raz a apporté l'une des midgets qu'elle a aidé à entrer, qui ratera complètement sur elle pour lui sauver la vie. C'était tout pour rien. En tant que moine, décidé de pratiquer leurs compétences de baseball sur sa tête, le tue et immédiatement une bagarre tout out éclate. Alors que les moines attaquent tout le monde, tandis que Raz parvient à mettre la main sur Pépé, et jure de faire un exemple d'elle. Oui, essaye de se frayer un chemin à travers Mo, avant que Raz ne puisse blesser Pépé. Zell arrive du balcon, et coupe les cordes à un bateau géant, qui tombe sur eux des moines, en tuant plusieurs d'entre eux, tout en libérant Pépé dans le processus. Zell se lève pour compter les moines restants, alors que Raz lui crie que défier les moines est égal à défier les 7 héros. Mais Zell n'est pas un sim pour les héros, et prétend que c'est un bonus pour lui, alors qu'il tue un autre moine avec une seule barre oblique. Raz s'échappe rapidement, et bientôt les sirènes commencent à sonner dans la ville. Ce qui signifie que la sécurité a été resserrée. Altich affirme qu'ils devront rester bas pour quelques-uns. Jour maintenant, mais Zell prétend qu'il entrera dans la capitale, peu importe quoi, puisque les héros partiront demain. Alt est impressionné par sa détermination, et prétend qu'il y a un itinéraire secret, que le monastère ne sait pas, et ils peuvent l'utiliser bientôt.
Ils commencent à courir à travers les tunnels sombres, tout en tuant les petits gobelins qui les attaquent. Quand ils émergent bientôt dans une ouverture, à leur horreur cependant, un gobelin géant émerge de l'obscurité et bloque leur chemin. Altia commence à obtenir un SSPT, mais les cellules ne perdent pas de temps, alors qu'il essaye d'attaquer le monstre de front. Malheureusement cependant, la peau du monstre est trop dure, et son épée ne fait rien. Pendant que le gobelin attrape Zell dans ses poings et le frappe dans le mur, Zell jette leur inconscient, tandis qu'Altia commence à paniquer, affirmer qu'ils vont tous mourir, mais Large n'abandonne pas, et jette un anneau métallique sur la tête du monstre, le renvoyer, avant d'utiliser l'anneau pour trébucher le monstre. Alors que le monstre tombe au sol, le Large commence à chercher un itinéraire d'évasion, mais bientôt, le gobelin géant revient sur ses pieds pour le deuxième tour, qui tire sa bague à la tête du monstre, une fois de plus, réussissant à casser la peau dure, mais cette fois, sa chance s'épuise, alors que le monstre attrape le cordon, et le jette dans un mur, le frapper au sol. Altia parvient à sauver la vie de Pipi, mais maintenant elle est coincée sans aucun moyen de s'échapper. Tout comme sa femme pensait que tout était fini, il remarque une lumière vive au-dessus de lui, où Zell était inconscient. En quelques secondes, Zell saute sur la tête du monstre, avant de le couper en deux, avec une seule frappe de son épée. Alti est choqué par la force du garçon, alors que Zell dit à Weed de se lever, comme ils ont une merde à attraper. Juste au moment où ils étaient sur le point de partir, Zell sent le danger et dit à tout le monde de revenir. À mesure qu'une barre oblique magique s'évapore complètement, le corps du monstre Zell est choqué, mais trouve bientôt Raz sur le rebord au-dessus avec un grand homme, qui semble avoir une épée magique avec lui. Il se rend compte que la situation pourrait rapidement sortir de roule, et dit à Wade et aux autres de rester en arrière, alors que Raz explique que cet homme était aussi un contrebandier avant, mais maintenant il travaille pour eux. Le grand homme ramasse alors son épée. Lorsque Zell imite une fée liée à la poignée, criée de douleur, qui créait ses attaques magiques, l'homme balance son épée en créant une barre oblique aérienne, mais Zell intercepte courageusement l'attaque et le coupe en deux. Surprenant à la fois Raz et son tueur embauché, Zell commence à pleurer comme une petite salope après ça, leur crier pour arrêter d'utiliser l'épée, qui confond Large et Altia, mais les gens remarquent également que la fée semble avoir une douleur extrême. Chaque fois que les attaques magiques sont utilisées, Raz rit de la cellule, et dit à l'homme de terminer le travail. Mais l'homme renvoie son épée en arrière, affirmant qu'il était payé pour s'assurer. Ils n'ont pas pu atteindre le navire. Et maintenant ils sont trop tard pour attraper le navire. Ce qui signifie que son travail est fait. Raz le supplie immédiatement de rester, et offre encore plus d'argent pour ne pas compaciter Zell complètement. Alors l'homme est d'accord et sort son épée, attaquant à nouveau Zell de toutes ses forces, provoquant l'effondrement de la grotte. Zell tombe à un niveau inférieur de la grotte, où il se lève blessé pour trouver Raz debout, qui prétend qu'il connaît la course de Zell, obtient l'énergie de la lune, mais ce niveau de la grotte, il ne peut plus voir la lune, ce qui signifie qu'il a fait pour... Immédiatement, un tas de gardes émerge avec des armes, et l'entourer complètement, avant de l'attaquer ensemble. Zell revient rapidement à ses sens, et esquive les attaques sans effort, avant de décrocher une épée à l'épée dans l'un des gardes, qui parvient à peine à le bloquer. Zell semble impressionné, et se rend compte que ses gardes sont définitivement forts, tandis que les gardes, avoir peur par la force incroyable de Zell, Raz leur dit d'attaquer à nouveau. Mais cette fois, Zell esquive rapidement et atterrit devant eux. Forcer Raz à courir, Zell le poursuit pendant que les gardes le suivent. Mais avant de pouvoir attaquer, Zell poignarde son épée dans le sol, faire en sorte que ses environs brûlent avec un feu violet, ce qui fond immédiatement tous les gardes. Dans un désordre de métal fondu, et partie du corps brûlé, Raz est trop choqué pour même parler et demande « Comment Zell a-t-il connu un piège ?» Que même il n'était pas au courant d'eux, mais Zell répond calmement qu'il a visité cet endroit plusieurs fois dans le passé. Il le jette à travers la porte d'à côté, et entre, où il trouve un autre grand prêtre, assis près d'une statue. Zell le contourne calmement et s'approche de la statue, pendant que le prêtre lui crie pour reculer. Depuis, même les 7 héros ne sont pas autorisés à venir ici. Comme c'est le lieu de repos d'Erdnak, le serviteur des héros, qui s'est sacrifié pour protéger la ville, en créant un cercle magique, après les 4 lances de la trahison, trahit le royaume, et ont été tués par les 7 héros. Zell rit de ça, alors qu'il commence à parler tranquillement à la statue d'Erdnak, affirmant qu'un grand homme comme lui est appelé un serviteur des héros aujourd'hui. Il se souvient du temps juste avant, les 14 héros étaient sur le point de partir dans leur dernière expédition, mais Zell est allé avec Urgnak dans les grottes souterraines, pour s'assurer que la ville a été correctement défendue, alors que les 13 autres héros allaient de l'avant dans la forêt, pour faire face aux larmes ennemies tombent dans l'œil de Zell. Comme il raconte la statue d'Ergnak, que l'homme, qu'il pensait être son meilleur ami, riait le plus quand Zell et 3 autres amis étaient piratés en morceaux. Après l'embuscade, il a crié ça. Ces salauds voulaient juste réclamer toute la gloire de la victoire pour eux-mêmes.
Et c'est ce qui s'est passé alors qu'ils ont été célébrés, après leur retour au royaume en tant que héros, et j'ai tout l'argent et la gloire qu'il pourrait avoir besoin. Après avoir sorti cela de son système, Zell se lève à nouveau, et sort son épée, pour activer un autre cercle magique. Quand le grand prêtre commence à lui crier dessus pour s'arrêter, et dit à Raz d'arrêter le garçon, peu importe ce que Raz. Cependant, c'est une chienne totale. Alors le grand prêtre tire des fléchettes cachées à Zell, mais il est trop rapide et bloque les fléchettes. Tout en coupant le cercle magique en deux, le détruire complètement. Le grand prêtre regarde avec horreur, alors que tout le monastère commence à s'effondrer, et tôt le mur de la frontière entier, fabriqué par la magie d'Urdnar, s'effondre en rien. Ouvrir les portes à la capitale à tout le monde. Cela crée immédiatement une émeute. Comme chaque paysan commence à se précipiter pour entrer dans la ville, où il trouve Ras, qui sort des débris. Ras toujours vivant. Heureusement, localise l'homme grand avec l'épée magique, et propose de lui payer tout ce qu'il veut le protéger. Mais l'homme refuse l'offre et s'éloigne. Laissé la foule en colère à voir le prêtre corrompu, Zell sort lentement des tunnels, se souvenir tristement Urdnart, et jure de tuer les 7 héros. Tandis que de l'autre côté nous, traque et empêche les gardes du monastère de s'échapper, sur le dernier navire. Tandis que Zell lui-même vole un Pokémon de type dragon, ou une merde, alors qu'il vole à côté du navire dans la ville. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, les riches et l'élite frissons à la vue de la frontière s'effondrer. Mais les soldats leur disent de se calmer, comme les 7 héros sont toujours en ville, et les protégera quoi qu'il arrive. Zell directement se dirige vers les héros, mais il laisse sa rage prendre le contrôle de lui, et le paye lorsque les archers du royaume sont d'énormes fans de Game of Thrones, et abattre le dragon avec une extrême facilité. Zell avec son petit cerveau en colère, je ne pensais pas que cela arriverait, il n'est donc pas en mesure de reprendre le contrôle, alors que son dragon agité se brise dans le sol en dessous, entouré de gens et de gardes. Zell n'est cependant pas dérouté par elle, alors qu'il sort du cratère à la surprise de tout le monde, et regarde vers l'entrée, seulement pour le voir être ouvert, comme l'un des 7 héros nommé Glenn, sort aux côtés de ses gardes. Zell obtient immédiatement le SSPT, depuis le moment où ses amis ont été abattus, et sans une seconde pensée, il sort son épée, et essaye de couper la tête de Glenn. À sa surprise cependant, son épée s'arrête juste avant d'atteindre sa gorge, et il se rend compte que l'un des gardes jetait un poignard magique près de lui, qui le gèle complètement. À la surprise de tout le monde, Zell parvient toujours à bouger un peu ses bras, même après avoir été arrêté par l'une des plus fortes magies du monde. Malheureusement cependant, Zell est largement en infériorité numérique, alors que le gardien le verrouille rapidement avec leurs menottes, arrêter complètement ses mouvements, pendant qu'il lutte pour respirer. Son épée tombe au sol, et ainsi de suite, tout le public commence à crier pour son sang, suppliant Glenn de tuer le garçon, alors qu'il osait ramasser son arme contre l'un des grands héros. Glenn se dirige lentement vers le Zell piégé, mais juste au moment où Zell a pensé que sa quête de vengeance, de plus avant qu'il ne commence, Glenn finit par le surprendre alors qu'il se tourne vers le public, affirmer que c'est juste un petit enfant, des quartiers frontaliers, à l'extérieur de la ville, et a probablement fait face à une vie difficile dans le capot, alors il lui pardonne cet acte. La foule se tait, mais bientôt éclate, et applaudit pour Glenn, le miséricordieux, qui est si saint qu'il pardonnerait même à une personne qui a essayé de le tuer. Cela casse complètement Zell, comme il se rend compte que Glenn et les autres ont déjà réalisé ce qu'ils voulaient obtenir. Après avoir tué ses amis et l'avoir presque tué, ils ont amassé tellement de respect et de renommée, que ce sont eux, fondamentalement, diriger tout le pays. Il se tient là sous la pluie, tout seul, et avec un cœur lourd, commence à se déplacer dans la forêt, quand soudain, Daenerys Targaryen, elle-même s'arrête sur un dragon, avant de le prendre, et de voler dans le ciel. Zell se soumet à son sort, alors que Dany sort une épée bizarre, et était sur le point de le poignarder quand nous l'avons terminé avec son dirigeable. Malheureusement, bien que le dirigeable ait été fabriqué par Boeing, donc ça s'est écrasé immédiatement. Mais c'était suffisant pour sauver la vie de Zell pendant un moment. Dany se lève à nouveau, et sort son épée, alors qu'elle se déplace avec colère vers un Zell cassé. Mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Pépé saute au milieu, dire à Dany de laisser l'homme tranquille. Dany lui dit avec colère de s'éloigner, si elle veut vivre, mais Pépé se tient au terrain. À sa surprise, ce psychopathe absolu balance son épée à la petite fille, presque la tuer. Pépé tombe au sol, et était sur le point d'être du kebab chiche. Quand l'herbe appelle Dany une princesse, pour une fois il n'était pas homophobe, car il s'avère que Dany était en fait une princesse, du même clan que lui, déguisée en soldat. Elle crie à la vague pour rester en arrière, alors que ce pixie aux cheveux blancs a pris la vie de son frère. La vague est choquée par cela. Alors que Dany essaie immédiatement de poignarder Zell à travers Pépé, Zell se lève cependant en transe et sauve Pépé, tout en se poignardant dans la jambe. Avant que Dany ne puisse même répondre, Zell se met dans son visage avec son poignard, et brise son casque, avant de mettre la lame à la gorge. Dany est choquée et se fait chier, alors qu'elle s'effondre sur le sol vaincu, tandis que Zell tombe au sol inconscient.
L'herbe les emmène rapidement dans un petit camp de réfugiés, près de la ville pour que Zell puisse récupérer, mais Dany ne s'en soucierait pas. Comme elle prétend qu'il a tué son frère Krat, le chef du clan, qui signifie qu'il doit mourir, mais l'herbe l'arrête, affirmant que son frère était également son chef. Et il sait que Krat, je ne voudrais pas qu'elle continue une séquence de vengeance inutile. Zell entend tout cela et se lève, avant de lui jeter son épée, et lui dire de le tuer. Mais tout ce qu'il obtient, c'est un coup de poing de la mâchoire de l'herbe, qui lui dit de se saisir. Comme il ne peut pas sortir d'une quête si facilement, il se tourne ensuite vers le dragon, et lui dit de se détendre aussi, puisqu'il pense que Zell peut les aider à trouver sa sœur aînée, qui est allée dans un royaume voisin pour négocier la paix, mais a été kidnappée sur le chemin. Zell lui dit qu'il est faible et ne peut rien faire. Mais après un petit discours d'encouragement, il accepte d'aider Weed à trouver la fille. Quelques jours passés, et Zell semble toujours déprimé, quand Pépé court vers lui et prétend avoir trouvé des gens de Conyand, la même race qu'elle. Alors elle resterait avec eux et installer un village. Avant qu'il ne puisse répondre, Zell attrape son épée, alors qu'il ressent une forte présence. Mais Pépé le calme, affirmait que ce n'est que le centurion, qui est un bon gars, et l'a aidé. L'herbe entend le bruit, alors il sort de la tente. Quand ses yeux s'écartent, comme il se souvient que ce mofo chauve était l'un des gars qui ont enlevé la princesse de son clan, il jette immédiatement sa bague vers Baldy, qui l'attrape rapidement, affirmant qu'il est très sage et attentif, et ne ferait jamais rien de tel. Weed, cependant, n'est pas encore convaincu, et commence à retirer sa tête chauve, et l'attitude crème bouffée, ce qui met en colère le centurion, qui s'enclenche facilement la corde. L'herbe est choquée, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, un petit garçon nommé Zéphi, qui est la même race que Pépé, coule vers le Baldy pour demander sa protection. Comme il est poursuivi par 4 hommes, le centurion les frappe pour dormir. Mais bientôt un grand groupe de bandits arrive. Dire au centurion de remettre les enfants. Le centurion leur dit de faire chier, et sort son poignard, qui a la crête du héros Landgrave. Il leur dit de reculer, comme il travaille sous la commande du héros. Mais l'un des bandits monte, et sort son propre poignard, qui est un peu plus grand que le Baldy. Le centurion devient insécurisé, tandis que le chef de bandit affirme qu'il est en mission secrète, sur la même commande Heroes. Alors il devrait reculer. Les bandits commencent bientôt à fermer la distance, tandis que le centurion se demande que devrait-il faire, mais avant que quiconque ne puisse toucher Pépé, et savent les couper en deux avec un seul swing de son épée. Les bandits sont choqués par cela, et décident de l'attaquer tout d'un coup, mais elle se déplace plus rapidement qu'un serpent, alors qu'il coupe à travers tous les bandits, sans même se transpirer. Le chef de bandit commence à devenir nerveux, alors qu'il commence à montrer son poignard, affirmant que le héros se vengerait. Mais la cellule coupe le poignard dans sa main en deux. Le bandit tombe au sol, et dit au centurion de l'aider, mais le centurion le poignarde dans l'autre bras, lui demandant de dire la vérité, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Un homme nommé Fargo apparaît de nulle part, et demande ce qui se passe. Le bandit court immédiatement vers lui, affirmant qu'il a fait tout ce qu'il a dit, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Fargo le coupe à travers le cou, le tue immédiatement. Il prétend que le poignard a été volé il y a 1 mois, et doit avoir atterri dans les bras de ces bandits. Il se dirige ensuite vers Zell, et prétend qu'il est un bon combattant, tandis que le centurion le remercie de les avoir sauvés aussi. Wyatt, d'autre part, n'est toujours pas convaincu, et demande à Fargo, pourquoi diable ont-ils kidnappé la première princesse Sharon. Fargo le regarde et prétend qu'ils l'ont parfait bien, et il était nécessaire d'empêcher une guerre. Il prétend qu'il ne peut pas encore la libérer, mais ils peuvent organiser une réunion plus tard dans la soirée. Ils ont réussi à battre les bandits restants et libérer les prisonniers, après quoi ils se rendent pour dormir, alors que Wyatt et Dany se dirigent vers le manoir de Fargo pour organiser une réunion. À leur surprise cependant, ils sont rapidement entourés des mêmes bandits que Zell a tués ce jour-là, est horrifié. Comme il se rend compte que cette magie vient des Shadowlands, qui transforment les morts en zombies. Une bagarre tout out éclate, en tant que lui et Dany essayaient de se frayer un chemin hors de la horde de zombies. Mais peu importe combien d'entre eux ils hachent, les zombies se régénèrent à nouveau et attaquent. Fargo les regarde tranquillement de la fenêtre, et décide que les deux sont aussi bons que morts. Alors il laisse le manoir, et se dirige vers le camp pour terminer Zéphi et la lignée de toute leur race. Il entre dans leur tente seulement pour les trouver dormants, mais malheureusement pour lui, les parents finissent par se réveiller. Il tue rapidement la mère, avant que le père ne commence à le lutter, mais Fargo suit rapidement, et le tue aussi, laissant le Zéphi endormi seul sans surveillance. Juste avant qu'il ne soit sur le point de le tuer, Pépé lui crie par derrière, comme elle a tout vu, et lui dit de le laisser seul. Pendant ce temps, Dany et Wyatt sont complètement piégés par les zombies, qui sont prêts à les manger, mais bientôt Dany se souvient qu'elle est le dragon, et l'appelle stupide dragon, qui les sauve une fois. Dany alors nukes les zombies, avant de s'envoler pour la sécurité. Avec Wyatt, ils reviennent bientôt au camp, où ils trouvent que Fargo lance la merde du pauvre Pépé. En quelque sorte, même après tout ce bruit, Zéphi dort toujours profondément.
Fargo rit de sa tentative pathétique de sauver le garçon, avant d'utiliser sa magie noire pour créer un monstre, des parents morts de Zéphi. Au moment où Zéphi se réveille, il est à nouveau assommé sur le sol. Fargo se tourne alors vers Pépé, et était sur le point de la tuer, mais Zeld arrive juste à temps, encore une fois bloquant l'attaque facilement. Il regarde la monstruosité que Fargo était devenu, mais il s'y attendait déjà, puisqu'il était le second commandant le héros maléfique. Landgrave Zell utilise rapidement sa propre magie, ce qui crée un tas de tentacules de son cul, avec des épées, ce qui l'aide à faire un travail rapide du zombie, avant de se tourner vers Fargo. Fargo est plus que choqué de voir cela, car il ne savait pas comment un garçon peut être si puissant. Zell cependant, ne saute pas un battement, et coupe bientôt les bras de Fargo. Et si? Mais pendant l'agitation, tout le camp, enfin se réveille, et en regardant la scène horrible, supposons immédiatement que Zell était devenu furieux, et tué la famille de Zéphi, avant de blesser Fargo aussi, qui a essayé de les sauver. Il court vers lui avec des bâtons et des pierres, alors que Zell se demande s'il devrait simplement les tuer, et en finir avec ça, mais heureusement, le dragon arrive à temps, et le sauve de toutes ces conneries. Plus tard dans le matin, Pépé essaye de faire comprendre les chefs de camp qu'ils se sont trompés, mais évidemment, ils refusent de croire les paroles d'un stupide petite fille. En attendant, Dany s'excuse auprès de Zell d'avoir essayé de le tuer, et prétend qu'elle veut l'aider dans sa quête. Aussi peu de temps après, ils partent sur le dos du dragon, droit vers le château de Landgrave, pour le coinquant et obtenir des informations sur Sharon, mais Landgrave semble avoir alerté ses gardes, et ils ont formé une mini-armée, entourant le château. Le moment où ils sont repérés dans le ciel étoilé sombre, la brigade dragon se lance immédiatement en mouvement. Chassés après Zell et son parti, pendant que les archers se préparent à lui prendre des photos, comme si ça ne suffisait pas, les gardes décident d'appeler les gros canons. Et ainsi de suite, une énorme machine d'artillerie émerge du château. Nous sommes choqués de voir que, mais Zell regarde la machine avec nostalgie, comme il se souvient du temps quand lui et Landgrave étaient jeunes et ont été chargés de créer cette arme magique de zéro. À ce moment-là, l'Empire était au bord de la ruine, à cause des attaques ennemies, et cette arme était leur dernière ligne de défense. Landgrave était l'architecte en chef de l'arme, tandis que Zell, le plus fort épéiste du pays, censé protéger cet endroit des raids ennemis. De retour dans le présent, la brigade dragon commence à les poursuivre, directement dans la ligne de feu de l'artillerie, tandis que les archers tirent sans relâche. Wag est confus, car Zell ne riposte pas, mais il est difficile pour le petit héros de riposter. Comme tous ses soldats étaient son camarade de confiance, une fois qu'il s'est battu à ses côtés, il essaye de trouver une ouverture. Puisqu'il ne veut pas tuer l'un de ses soldats innocents, suivez juste des ordres, mais il a besoin de faire quelque chose s'il veut prendre vie de cette situation. Il sort ses épées magiques, et se prépare pour un combat, quand le canon d'artillerie charge enfin, et tire une explosion massive, directement sur eux. Mais à la surprise de tout le monde, Zell se déplace directement dans l'explosion d'artillerie. Avant de le couper avec son épée, les gardes pensent qu'ils ont tué le petit héros. Mais bientôt le dragon de Dany émerge de la fumée, et commence à s'envoler. La brigade dragon le suit, seulement pour découvrir que Zell et son parti est introuvable. Réalisant que tout le château est envoyé dans le désarroi, alors que tout le monde commence à chercher ses rebelles, mais Zell connaît tout le château, comme le dos de sa main, puisqu'il y a passé tellement de temps, et trouve le passage secret en un rien de temps. Tout en parcourant les passages étroits, ils finissent par se retrouver face à face, avec le centurion chauve, qui se dresse confus. Puisque seuls les alliés les plus proches de Landgrave connaissent cette manière secrète, Zell et les autres ont attrapé leurs épées, dire au Baldi de s'éloigner. Mais à leur surprise, un peu Pouf commence à pleurer. Comme il prétend qu'il a vu quel genre de monstre Fargo avait et a honte d'admettre qu'il a travaillé pour lui pendant si longtemps, il prétend que Landgrave et Fargo prévoient quelque chose très mal, et il ne peut plus le soutenir. Il prétend aussi que c'est lui qui a capturé la princesse Sharon et l'a amenée au sanctuaire. La perruque se met en colère contre ça et l'attrape par le cou. Mais elle lui dit de se détendre. Centurion promet de les emmener à l'endroit où il a quitté les filles, et les habille tous les trois dans un costume de jeune fille. Bientôt, il les mène à travers une série de tunnels. Pour atteindre une grande porte ou un tas de masques, les hommes lui disent de laisser les filles avec eux. Cette fois cependant, le Baldi leur dit d'appeler Fargo, comme il veut lui parler. Effrayés par le grand homme chauve, les hommes masqués sont rapidement revenus pour obtenir Fargo avec eux, qui sort lentement avec un bras blessé. Il se rend compte que quelque chose semble être entré dans le cerveau du centurion, alors qu'il commence à demander ce qu'il faisait avec les filles, et voulait le voir par lui-même. Il commence à pleurer, et révèle qu'il a vu Fargo tuer les parents de Zéphi au camp, mais Fargo est intelligent, et commence à le gazier. Tout comme mon ex, il prétend que les parents de Zéphi étaient ennemis du royaume, alors il a été forcé de les tuer. Le Baldi semble manquer de cerveau, ainsi que les cheveux, comme il le croit immédiatement, et raconte à Zell et aux autres, « Ouatre, c'était juste un malentendu ». Fargo réalise immédiatement que les intrus sont là, et poignarde le centurion 2 fois dans le corps, mais avant qu'il ne puisse terminer le Baldi, Zell saute en action et bloque l'attaque.
Fargo retombe alors que Zell saute vers lui, mais il parvient à bloquer l'attaque du petit héros, au dernier moment réalisant que dans son état affaibli, il serait difficile de prendre Zell, il décide de lui poser un piège, et propose de conclure un accord. Zell cependant n'est pas d'humeur, et prétend qu'il le tuera ici, et puis ramener les jeunes filles à leur place. Fargo cependant, rire, comme un maniaque. Avant de révéler qu'il s'est converti, presque toutes les filles, dans des zombies vivants. Zell est consommé par la rage, et attaque immédiatement Fargo, de toutes ses forces, mais le bâtard parvient à bloquer l'attaque avant de passer à l'offensive, forcer Zell sur le pied arrière, alors qu'il essaye de se défendre contre les innombrables tentacules. Zell est de nouveau repoussé, tandis que Oui lui dit d'utiliser ses propres épées noires contre ce monstre. Zell répond qu'il ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs quand il ne peut pas voir la lune, ce qui signifie qu'il est désavantagé ici. Oui s'en rend compte et saute immédiatement pour aider, suivi par Danny, qui va dans l'autre sens, créer une attaque de pincée des deux côtés. Fargo voit facilement cela et rit, alors qu'il décide d'ignorer les deux autres perdants, et concentre tous ses produits chimiques vers le Zell. Heureusement, Zell parvient à échapper à nouveau aux attaques, mais Fargo trouve une ouverture, et désarme Zell avant de le poignarder dans le bras. Fargo était sur le point de terminer le travail, quand le centurion lance le poignard spécial, avec la crête Landgrave, vers Zell. Il l'attrape facilement dans l'horreur de Fargo, il sort le poignard et saute vers le monstre. Avant de le poignarder dans la tête, mettre fin à son histoire alors est là. Zell se lève à nouveau, et sans un autre mot, dit à Weed et Danny de le suivre dans la pièce voisine. Pendant qu'il quitte le centurion pour pleurer sur les morts, Fargo bientôt. Ils entrent dans le coffre-fort intérieur, où se trouve le sanctuaire, et ils repèrent Landgrave, se tenir là avec les scientifiques de masse, alors que Sharon la princesse est liée à un hôtel. Des tentacules étranges sucent la force vitale d'elle. Zell commence à faire ce qu'il fait de mieux, qui coule. Quiconque s'approche de lui, tandis que les scientifiques tremblent de peur. Landgrave cependant, ne semble toujours pas trop inquiet, comme il leur dit de continuer leur travail. Mais bientôt l'herbe et Danny entrent également dans la chambre, et dirigez-vous immédiatement vers Sharon, il tue les scientifiques restants, et gratouille Sharon hors de l'hôtel, où elle est à peine vivante. Landgrave devient furieux, et leur crie qu'il est le héros, qui a sauvé le royaume et chacun d'eux des mauvaises mains de l'empire ennemi. Et il devrait embrasser ses pieds pour ça, au lieu de se battre contre lui. Mais cela ne fait que Zell plus triste, alors qu'il se demande s'il y a eu un moment où Landgrave, j'étais un noble guerrier. Landgrave ne reconnaît toujours pas Zell, émerveille. Pourquoi ce gamin le regarde avec une telle pitié? Mais avant de pouvoir comprendre qui il était, Zell l'attaque avec une barre oblique rapide. Landgrave cependant est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît, alors qu'il esquive les attaques avec des mouvements de singe et redonne sur le sol. Zell essaye d'attaquer à nouveau, mais Landgrave bloque la grève avec sa propre épée, et le repousse. Il a crié à Zell, affirmant qu'il n'est pas assez fort pour lui faire face, tandis que Zell maudit le fait qu'il ne peut pas voir la lune. En ce moment cette fois, Landgrave va sur l'offensive, et essaye d'attaquer Zell, qui esquive la grève, avant de bloquer un coup de pied fort, aussi bien que Landgrave lance immédiatement des poignards, qu'elles étapent du côté Zell, mais Landgrave pousse et continue. Forcer Zell à reculer avec un barrage d'attaque. Landgrave se rend compte qu'il a besoin de faire quelque chose de scummy, alors il sort secrètement un autre poignard, et parvient à couper Zell à l'arrière. Avant qu'il ne puisse célébrer, Landgrave se rend compte que, même il s'est fait couler dans le processus. En colère, contre ce manque de respect, Landgrave jette la prudence au vent, et attaque Zell de front, mais cette fois, Zell prend le dessus, et le coupe dans le dos. Il sait que Landgrave charge d'abord la tête, chaque fois qu'il se met en colère alors il le provoque encore plus, qui finit par fonctionner, alors que Landgrave a tout pour atterrir un coup, seulement pour avoir des barres obliques à travers son corps plusieurs fois, cela se transforme en un bain de sang tout out. Comme Zell et Landgrave s'attaquent tous les deux, encore et encore sans interruption, quand soudainement Landgrave se rend compte que ces attaques lui semblent familières. Il recule et demande d'où a appris ces mouvements, mais dès que Zell reprend sa position, Landgrave est obligé de se souvenir qu'il est l'un des héros qu'ils ont tués pour se sauver. Zell profite de cette confusion et utilise le choc de Landgrave contre lui alors qu'il décroche une attaque spéciale, couteau à poignarder Landgrave partout dans le corps. Landgrave tombe au sol, tandis que Zell se force à terminer le travail. Landgrave ne peut pas croire ses yeux et demande comment diable Zell a-t-il réussi à rester en vie quand il a été piraté en morceaux et jeté d'une falaise, mais Zell refuse de répondre et va pour le coup de mort. Juste avant qu'il ne puisse décrocher le coup final, un tas de jeunes filles guerrières blindées émergent et bloquent ses attaques, avant de l'entourager de tous les côtés. Zell est trop fatigué pour se battre et s'effondre sur le sol, tandis que Landgrave lui demande avec impatience, pour le secret de lui à l'air si jeune, même après 20 ans. Zell se rend compte que Landgrave utilisait tous ses demi, les femmes humaines pour inverser son vieillissement, tandis que Landgrave dit aux scientifiques qu'ils ont reçu le spécimen parfait, faire leur expérience.
Il demande aux scientifiques de lui mettre le bug de la malédiction, qui fera essentiellement de lui un esclave. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Zell finit par aller furieux. Comme un tas de tentacules noirs émergent de son corps, tuer les scientifiques autour de lui. Landgrave se rend compte qu'il y a quelque chose de très mal, et ordonne aux guerriers de le tuer, mais la cellule rit simplement et bat la mère de la femme. Comme un redneck américain moyen. Landgrave commence à crier comme une chienne, dire aux femmes guerriers de tuer le monstre. Mais la cellule en fait un travail rapide, et les renvoie à la cuisine. Landgrave est horrifié à cette vue, mais avant de pouvoir s'enfuir, un rocher géant tombe du plafond, et l'écrase en dessous. Zell rit comme un psychopathe complet, comme il traite mort et destruction à tout le monde autour de lui, rendre même large, et Danny effrayé, mais sa colère n'est qu'envers Landgrave. L'un des scientifiques ne sait pas lire une pièce, et demande s'il pouvait faire des expériences sur lui, et Zell répond en le coupant en deux. Landgrave ne peut pas croire que cela lui arrive, et rampe sur le sol pendant que Zell lui dit que il est tout aussi grand de scumbag qu'avant, ce qui rendrait beaucoup plus facile le tuer. Landgrave supplie pour sa vie, mais Zell lui coupe le bras, affirmant qu'il n'y aura pas de pitié pour lui. Landgrave, à nouveau, décide de manipuler et de gaslight Zell, en lui rappelant toutes les fois où ils se sont battus ensemble, et s'est aidé, mais contrairement à mon ex, Landgrave n'est pas très bon dans ce qui entraîne sa mort, comme Zell fait du fromage suisse de lui, en le poignardant partout dans le corps. Wyatt et Danny regardent avec horreur, alors qu'elle regarde le cadavre de Landry, affirmant qu'il y a encore 6 autres à faire. Mais bientôt ses pouvoirs s'abaissent, et il tombe au sol inconscient. Danny l'attrape rapidement, et se rend compte que son corps est trop mince et faible. Elle commence à paniquer, mais sa sœur aînée lui dit de ne pas s'inquiéter, comme elle survivra à ce... Selon elle, il a fini par perdre le contrôle de ses pouvoirs, et en a libéré une grande quantité, à la fois. Mais il devrait récupérer avec suffisamment de repos. C'était un soulagement, mais les problèmes ne semblent pas finir, alors que la grotte commence à céder, et l'eau d'un lac voisin commence à se précipiter. À l'intérieur des couloirs, Danny porte immédiatement Zell sur son épaule, se dirige vers la sortie suivie de Wyatt et Sharon. Et sur le chemin qu'il repère également le centurion, qui ne peut toujours pas surmonter la mort de Fargo, et finit par mourir dans les tunnels qui s'effondraient. Wyatt et Danny en quelque sorte, faire leur chemin à travers le système de grottes complexes, et trouver leur dragon, avant de se lancer à nouveau dans le ciel. Pour courir le plus loin possible, les gardes regardent le dragon planer dans le ciel, ce qui les confond, et ils commencent rapidement à chercher le château. Pour Landgrave, qui donne à Zell et à son parti assez de temps pour disparaître dans les montagnes. Quelques jours passés après ça, et les soldats sont toujours incapables de trouver Landgrave, dans tous les décombres. Une réunion est fixée pour les hauts fonctionnaires, où il est officiellement déclaré que Landgrave est mort, et ses funérailles auraient lieu dans la ville elle-même. Toute la ville va en deuil, alors que la procession de Landgrave est parcourue dans les rues, d'une manière magnifique, tandis que les roturiers jettent des fleurs et pleurent pour lui. Pépé et Altia regardent tout cela depuis la ligne de touche, ne connaissant pas le dernier développement, mais quand ils réalisent que Landgrave est mort, ils ont poussé un soupir de soulagement, en espérant que cela signifie que Zell et les autres sont bien vivants. À leur mauvaise herbe, habillés en moines, les trouvent dans la ruelle, et les ramènent à la cachette, où Zell se remet. La cachette se révèle être une grotte, au fond de la forêt sur la montagne, où il trouve Zell, Danny et Sharon au repos. Pépé saute sur Zell avec des larmes dans ses yeux, et demande pourquoi il a l'air si petit. Zelda lui-même ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais promet qu'il reviendra bientôt à la normale. Le lendemain matin, il les emmène dans un endroit sacré, où il s'est battu contre les chances il y a 20 ans, avec ses collègues soldats et héros, mais a été trahi. Soudain, il entend le cortège des funérailles de Landgrave. Arrivé à cet endroit même, qui le remplit d'effroi et de colère, comme cet endroit est sacré pour lui, et va maintenant être ruiné. Mais il se contrôle et recule, alors que les soldats viennent de se venger des traîtres qui a tué leur héros. Il regarde sa fête, et leur dit qu'ils devraient tous le quitter maintenant, comme il est un ennemi de tout le royaume, qui sera chassé chaque jour de sa vie. Mais toujours, il ne va pas s'arrêter, et tuer tout le reste. 6 héros cette nuit-là. Ils dorment tous troublés, alors qu'ils se demandent quoi faire ensuite. Mais Altia, Danny et Pipi décident tous de rester avec Zell, pour le meilleur ou pour le pire, pendant que l'herbe décide de retourner, afin qu'ils puissent prendre Sharon en sécurité et la protéger. Tout le royaume semble être en alerte élevée, depuis que le roi a appelé une réunion de tous les autres 6 héros, et leur a dit d'être à la recherche de ce tueur de héros qui a assassiné Landgrave. L'un des héros, nommé avocat, devient un peu trop nerveux, puisqu'il se rend compte que son territoire est très proche de Landgrave, et le traître entrera probablement dans sa région ensuite. Il resserre immédiatement la sécurité, et ordonne une chasse à l'homme tout à fait pour trouver le traître. Mais contrairement aux soldats de Landgrave, ces soldats sont des bandits impitoyables, qui utilisent cette chasse à l'homme comme excuse, pour piller et piller les villages de la région, faisant semblant de rechercher Zell. Pendant qu'il paie un de ces villages, Zell décide d'agir, et s'approche en plein air.
Les soldats sont confus au début, ne pensant pas que cet enfant pourrait avoir une importance, mais l'un des soldats reconnaît les cheveux blancs et l'œil marqué, ils attaquent tous Zell à la fois. Mais il leur fait un travail rapide, dans une seule barre oblique, avant d'aller de l'avant. Pendant qu'il avait affaire à ces soldats, dans les villages, Altia et les filles ont été envoyés dans une taverne, où ils agissaient comme des artistes, pour gagner autant d'informations à ce sujet. Territoire, que possible. Pépé n'aime pas vraiment être interprète, mais sa danse avec Danny est le discours de la ville, en ce moment, et tout le monde veut les voir. Une de ces soirées, alors que certains acteurs jouaient une pièce sur Zell, et comment il a tué avec perfide Landgrave, lorsque certains soldats sont entrés dans la taverne, et les a repoussés, ils ont dit aux acteurs de faire chier, comme ils sont là pour voir les filles danser, mais avant que le soldat ne puisse blesser l'un des acteurs, Danny saute immédiatement en mouvement, et bloque malheureusement sa greffe pour elle. L'épée du soldat est beaucoup plus forte, et coupe son personnel en bois, la laissant sans arme, mais avant que le soldat ne puisse attaquer, un des hommes du public, nommé Fist, l'attrape par derrière, avant de le jeter. Il prétend que ces acteurs font de leur mieux pour montrer une histoire, et que tout le monde devrait respecter ça, mais les soldats pensent le contraire, et essayent de l'attaquer, seulement pour se faire casser les bras et les jambes. Bientôt, l'homme quitte la taverne, tandis que Zell se tient à l'extérieur parmi les foules. Il se rend compte que l'homme est l'un des plus forts swordsmen du pays, et travaille actuellement sous Glenn. Alors il décide que ce n'est pas le bon moment pour entrer, et se cache. Quelques jours se sont écoulés après ça quand un jour, 4 nuits entrés dans la chambre de Pépé pour rechercher le tueur de héros. Pépé est choqué. Comme l'un des hommes avec des lunettes a un esprit spécial, qui peut détecter les demi-humains, l'esprit sent Pépé un peu comme un chien narc, avant de reculer tandis que Pépé a plus de peur. Alors qu'elle se demande comment elle peut parler aux autres de ce nouveau développement. Soudain, l'esprit obtient un nouveau parfum et commence à briller brillamment. Alors les 4 chevaliers partent immédiatement, suivant le nouveau sentier. À l'insu de tout cela, Zell marchait dans les couloirs. Tout en pensant à son prochain déménagement, il se retrouve soudain face à face avec les 4 chevaliers. L'esprit commence à briller brillamment, indiquant que c'est l'homme qu'il recherchait, tandis que le chef des chevaliers, nommé Elsaria, se présente et dit à Zelt de se rendre immédiatement. De l'autre côté de l'Empire, la fête revient à la ville, sous le contrôle de Glenn, où il le trouve. Formation à la légendaire Swordsman Academy, sans aucun avertissement. La fête saute tous les gardes et les soldats, avec une extrême facilité, et essaye d'attaquer Glenn lui-même. Son attaque est bloquée par le héros, tandis que les autres gardes sont horrifiés de voir un héros attaqué. Fies dit à Glenn que ses gardes sont trop lents, mais Glenn n'est pas d'humeur à s'amuser, et l'emmène dans sa chambre pour une réunion. Il demande Feist s'il a entendu parler du tueur de héros du traître, errant à travers le pays, et ordonne à Feist de tuer ce traître et lui apporter la tête. Fett ne fait pas, même tressaillit et accepte immédiatement la mission, tandis que le reste des gardes supérieurs les voit la colère, comme ils sont plus âgés que lui. Et pourtant, le héros l'a choisi pour une mission aussi importante. L'un des chevaliers seniors nommé Rosen, mais leur dit de ne pas le prendre personnellement, comme Glenn le sait pendant longtemps, et même l'a laissé sous la garde de son ancien maître, Glé, qui dirige l'académie. Selon lui, Feist est l'un des épéistes les plus forts du pays, en ce moment, et l'une des seules personnes qui rêvent même d'hériter le titre du plus fort épéiste. Cela a été détenu par Zell. De retour sur le toit, Glenn regarde les hommes s'entraîner à côté de Glee, et lui demande si elle est toujours en colère contre lui pour avoir tué Zell. La voix de Glee devient lourde d'émotion, comme elle prétend qu'elle ne peut jamais lui pardonner de faire ça, puisque Zell était le plus doué et le plus talentueux, jeune homme qu'elle avait jamais formé. À l'âge de 16 ans, il était déjà l'épée le plus fort du monde, et ses pouvoirs grandissaient chaque jour. Plus que ça, il était comme un enfant adopté depuis qu'elle l'a élevé. Depuis qu'il était un jeune orphelin, elle prétend qu'elle a toujours très difficile de croire que Zell pourrait trahir le pays, comme il était l'un des gens les plus doux et les plus justes, qu'elle ait jamais su que Glenn regarde tristement, et révèle enfin que Zell en fait n'a pas trahi le royaume volontiers, et son cœur était au bon endroit, mais il était tellement jaloux de ses talents, qu'ils ont fini par le tuer, et les 3 autres héros. Glee est choquée par cette révélation, et avec des yeux brûlants de larmes, elle demande pourquoi a-t-il dû traîner son nom dans la boue, et appeler le un traître, s'il n'a jamais rien fait de mal. Glenn lui dit qu'elle doit garder la bouche fermée, et servir le royaume fidèlement, selon ses vœux. Autrement, Glenn n'aura d'autre choix que de la tuer. Glee tient ses larmes, et lui dit qu'elle n'a pas peur d'elle. Mais en même temps elle sait, son devoir, pour le royaume, est plus important que sa haine personnelle. Elle continuera donc de travailler pour la paix du pays. De retour sur le territoire de Barrister, les 4 chevaliers chassent la cellule à travers les toits, et l'attaquer par derrière, alors qu'il continue de défendre et de bloquer l'attaque. Alors qu'il s'enfuit, Elsaria l'appelle un lâche, et lui crie pour leur faire face, mais elle n'a pas cette option. Depuis qu'il a gardé tout son équipement et ses armes dans une cachette, underground, pendant qu'il se cachait dans la ville, soudain cependant, Danny saute jusqu'au toit, double mangeant ses épées, et dit aux 4 chevaliers de reculer.
El-Sari est surpris de savoir que le traître a des amis, mais cela déclenche Dany, qui crie à El-Sari et s'arrête, l'appeler un traître. Depuis qu'il a fait la bonne chose en tuant Landgrave, elle prétend qu'El-Saria n'a aucune idée, qu'elle travaille pour les monstres les plus dérangés sur Terre, tandis que Zell est le vrai héros pour qui elle est prête à mourir pour se battre. Avec ça, elle saute vers les Surya avec ses épées. Mais ses coéquipiers lui lancent immédiatement des chaînes. Heureusement, Zell détourne les chaînes, tandis que Dany se heurte encore et encore avec El-Surya, alors que Zell continue d'être attaqué par ses coéquipiers. Bientôt, il se transforme en un match de mort tout à fait. Alors que Zell se bat pour sa vie avec ses petits poignards, alors que Dany essaye de suivre l'El-Suri, malheureusement cependant, ils sont en infériorité numérique. Et le nerd de la fête d'El-Surya utilise la magie du feu pour la faire exploser. Dany cependant n'est pas faible et se lève à nouveau pour se battre, tandis qu'elle lui crie pour reculer, puisqu'ils ne peuvent pas se battre ici, à cause de son style de combat irréfléchi. Zell est incapable de se concentrer sur les ennemis, et est constamment distrait par elle. Les adversaires en profitent, et l'un d'eux lui jette un couteau. La poignardée dans le dos, Dany tombe au sol dans la douleur. Mais heureusement, Zell l'attrape et saute dans le bâtiment. Dans le bateau en attente en dessous, Alti commence immédiatement à ramer, et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à échapper aux 4 chevaliers. Dans leur cachette, Alti et Pépé commencent à traiter Dany, qui devient fiévreux à cause de ses blessures, alors que Zell prétend avec colère, il ne peut pas se battre avec un combattant aussi immature. Il dit à Altia qu'il a besoin de quitter cet endroit, parce que le nerd a un esprit qui peut le suivre facilement. Si tard dans la nuit, il fait son chemin à travers les tunnels souterrains, et attrape son équipement avant de sortir. Tout en pensant à la façon dont tout allait bien, il aurait pu enseigner un nouvel épéiste, aux côtés de son professeur Glee, et leur Dany aurait pu devenir un grand E accent aigu P paysan. Depuis qu'elle a beaucoup de talent brut, ses pensées sont brisées par les 4 chevaliers, qui attendent qu'il émerge dehors, et l'entourer de tous les côtés. La bataille commence et les 4 chevaliers commencent immédiatement à l'attaquer de tous les côtés, ne pas le laisser reposer même un instant. Mais elle continue de les dépasser, comme ils trouvent des lacunes entre leurs défenses, et parvient même à décrocher une barre oblique contre les Urya, mais seulement à son armure. L'un des chevaliers se demande s'ils pourront abattre cet homme, mais l'autre le rassure, que la bataille est aussi bonne que par-dessus. Depuis que le nerd a finalement créé une barrière autour de cette zone qui rendra Zell lent et fatigué, avant de le endormir, Zell commence immédiatement à ressentir les effets, alors qu'il laisse tomber le sol fatigué, incapable de comprendre ce qui arrive à son corps, tandis qu'El-Saria se dirige lentement vers lui, affirmer qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car il ne ressentira rien quand elle coupe la tête. Elle soulève son épée et le fait tomber, mais à sa surprise, Zell a encore suffisamment de force pour bloquer son attaque. Avec ses bras soudainement, la barrière autour d'eux tombe, et Zell récupère immédiatement son énergie, et esquive son attaque. Avant de reculer, il ne regarde autour de lui que pour trouver un Dany blessé. Marcher vers lui avec un morceau de talisman déchiré qui a brisé la barrière, Dany rejoint immédiatement la bataille, où elle est attaquée par l'un des chevaliers, mais elle bloque le poignard, et se tient en plus de Zell. Bravely, la bataille recommence, alors qu'El-Surya attaque Zell, qui bloque et esquive ses attaques. Comme il réalise qu'il n'est toujours pas complètement récupéré, il regarde Dany, car elle pourrait avoir besoin de son aide, mais à sa surprise, Dany semblait avoir appris de son erreur, et se bat beaucoup plus soigneusement cette fois. Ils se regroupent à nouveau et tout semble aller bien, quand soudain les murs derrière eux explosent, et Dany finit par se blesser gravement. Zell est tout aussi confus que les 4 chevaliers. Quand il voit des flèches ardentes qui pleuvent du ciel, alors que les gens ordinaires courent en sécurité, El-Saria réalise immédiatement que c'est le travail de Barrister, qui est si paranoïaque, qu'il a décidé de niveler cette ville au sol, afin de trouver le sien serait assassin. Heureusement, cette petite distraction donne assez de temps à Zell, qu'il s'enfuit de la scène, aux côtés de Dany à la sécurité. Il met Dany sur le sol pour la vérifier, seulement pour réaliser que son état est assez mauvais. Elle semble avoir cassé plusieurs os, et même son pouls est très faible. Des larmes roulent sur ses yeux, alors qu'elle lève les yeux vers Zell et demande si elle a bien fait. Zell lui prend immédiatement la main et lui dit de se détendre. Comme elle l'a fait incroyable, et qu'il est très fier d'elle, cela lui donne un peu de réconfort. Mais ses blessures sont très graves. Et bientôt elle commence à avoir du mal à rester en vie. Zell lui crie pour contrôler sa respiration, et se battre pour sa vie, mais lentement son corps devient molle. Alors que la force vitale commence à s'éteindre de son corps, Zell se rend compte qu'elle est aussi bonne que morte. Quand elle arrête complètement de répondre. Donc, dans un dernier effort de fausser, il sort son épée et le lèche avec sa langue. Faire couler le sang. Immédiatement après avoir embrassé Dany sur les lèvres, transférer une partie de sa force vitale dans son gosier. Je pense que c'était juste une excuse pour obtenir une action. Des larmes commencent à se former dans ses yeux, comme il prie Dieu pour que sa technique fonctionne. Et à sa surprise, Dany commence à se tordre de douleur sur le sol, mais cela signifie toujours qu'elle est vivante. Il lui dit d'accepter son sang et de ne pas le combattre, tandis que les explosions de l'artillerie détruisaient complètement plusieurs maisons. Pendant ce temps, l'armée de Barista parvient à créer un trou béant dans les murs, plus grand que celui dans mon cœur.
Ils vont tous indiens dans cette ville. Alors que les éléphants commencent à marcher, et les soldats commencent à piller tous les magasins qu'ils peuvent trouver. Heureusement, Al-Saria atteint juste à temps, et commande l'un des capitaines, pour arrêter cette folie à la fois, puisqu'ils n'ont pas le droit d'attaquer cette ville. Le capitaine a peur, puisque El-Saria est la fille d'un riche et puissant, noble, mais l'un des commandants carillonne entre les deux, et dit à El-Saria que, ils ont tout le droit de détruire toute la ville. Depuis que le peuple et le seigneur ici se cachent, les assassins qui sont prêts à tuer Lord Baristar, et une infraction comme celle-ci, signifie une destruction totale. El-Saria essaye de discuter et demande toutes sortes de preuves. Mais comme mon père, le commandant crie qu'il n'a pas besoin de preuves pour ses affirmations bizarres. Il promet de niveler cette ville au sol, et exécuter son seigneur, au moment où ils mettent la main sur lui. El-Saria est choqué et se demande, pourquoi diable un héros nommerait-il un commandant qui est si vil et barbare? Le commandant en revanche, rit simplement, et dit à El-Saria et à Safet de se retirer, et regarde à distance, sans interférer son armée, les détruira également. Après cela, le commandant ordonne à son armée d'aller de l'avant, vers le manoir du seigneur, et pour le démolir en brique par brique, avant de lui apporter le seigneur, les soldats sautent immédiatement en action, alors qu'ils commencent à marcher, tandis qu'El-Saria crie à Safet, car ils ont besoin d'un plan pour surmonter ce problème. Pendant que cela se passait, Zell était toujours assis avec Dany, en espérant qu'elle reviendrait à la conscience, et pour être surpris, Dany finit par tousser, et ouvre les yeux, remerciant Zell pour lui sauver la vie. Zell ressent une vague de soulagement, alors qu'il se lève, et lui dit d'attendre que la lune monte, comme cela lui donnera l'énergie dont elle a besoin, et une fois qu'elle est reposée, elle devrait venir le trouver, comme il pourrait avoir besoin d'une sauvegarde dans ce combat. Pendant ce temps, les soldats commencent à détruire la ville, avec leurs éléphants, et tout brûler au sol, alors que les enfants et leurs mères courir dans toutes les directions. Je me demande pourquoi un héros qui est censé être leur sauveur, veut les tuer si mal. La ville commence à imploser, comme deux du groupe de mercenaires à l'intérieur de la ville, presque finir dans une guerre civile, tout en essayant de trouver un moyen de vaincre cette armée, tandis qu'El-Saria se sent complètement impuissante, comme elle se souvient que Dany lui avait dit que les héros qu'elle essaye de défendre sont des monstres réels. Le commandant et le capitaine, les deux regardent la destruction d'en haut, mais le commandant est toujours non satisfait par le niveau de destruction être causé, alors il dit aux troupes de faire du porte-à-porte dans chaque maison et commencer à les punir, pour avoir laissé un rebelle rester à l'intérieur de la ville. El-Saria ne peut pas croire cela, alors que les soldats commencent à tuer des hommes et des femmes innocents partout dans la ville. Elle essaye d'aider un enfant et sa mère, mais est arrêtée par les membres de son parti, qui prétendent qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire ici. Des larmes roulent sur ses joues, alors qu'elle a du mal à se libérer et sauver la vie de cet enfant, mais à sa surprise, Zella se lève au tout dernier moment, fauter la tête du soldat en un mouvement rapide. L'autre soldat devient tellement horrifié qu'il tombe au sol par peur, tandis que Zell proclame qu'il est le tueur de héros qu'ils ont cherché. Le soldat crie pour le renforcement, et ainsi de suite. Un peloton de soldats apparaît avec leur chef pour éliminer le tueur de héros. Ils se tiennent tous dans un visage contre Zell, mais tous ont trop peur de le prendre, qui fait chier leur chef. Tandis que Zell se moque pour avoir peur de lui pendant qu'il s'amusait tellement, tuer des innocents qui ne peuvent pas riposter. Enfin, quelques soldats recueillent leur courage et l'attaquent. Mais la cellule n'a aucun mal à les couper, avant de passer à la prochaine série de soldats qu'ils sculptent comme la taille d'un gâteau. Certains soldats essayent d'utiliser leur lance comme avantage, mais la cellule est trop rapide et ferme la distance, avant de les couper en bits aussi. Le chef du peloton crie à ses archers pour le clouer, mais elle parvient à esquiver à travers leurs flèches, et les tue, avant d'aller pour le chef du peloton lui-même. Il tue le chef du peloton sans aucun problème, et crie aux civils pour courir pour la sécurité. Pendant ce temps, Altia parvient à arrêter la guerre civile entre les deux groupes de mercenaires depuis qu'elle connaissait les deux leaders et à aider à les faire entrer dans le centre-ville. Elle parvient à les unir, et avec les civils armés, ils décident de riposter contre l'armée du héros. De retour au Battlefront, le capitaine se sent confiant quant aux chances de gagner, puisque Zell n'est qu'un homme contre une armée massive, et il n'y a aucun moyen qu'il peut trouver un moyen de sortir de cette bataille vivante. Malheureusement cependant, il entend bientôt parler des civils montant une contre-attaque, et sa confiance commence lentement à disparaître. Dirigés par Altia, les deux groupes de mercenaires commençaient à franchir les rangs ennemis, alors que les civils utilisent des boucliers pour se protéger des flèches. El-Saria et son parti remarquent que Zell, seul, a essentiellement tourné les marées de la bataille, complètement. Et il est très proche de briser l'esprit de l'ennemi, forcés, mais ils se rendent aussi compte qu'il se fatigue. Maintenant, El-Saria prend une décision difficile, et décide de s'associer essentiellement à Zell, et ordonne à son parti de défendre les civils innocents des forces ennemies. Avant qu'ils ne puissent partir, toute la vague de terreur diminue, les forts ennemis, alors qu'il crie une fille extrêmement forte, les tuer par derrière. Cette fille s'avère être Dany elle-même,
qui a maintenant les cheveux blancs et de petits morceaux de plumes sur son corps. Pour une raison quelconque, elle fait un travail rapide sur les ennemis devant elle, et retrouve Zell, qui se sent heureux de la revoir en marche. Il a demandé si elle aimerait se battre avec lui, et elle est d'accord avec impatience à cette occasion. Bientôt le combat recommence, mais les ennemis ne correspondent pas au pouvoir de Zell et Danny ensemble, alors qu'ils battent tout le peloton en temps record. Cela brise la confiance en ennemi, alors que les soldats commencent à s'enfuir, mais leur évasion est coupée par Al-Saria et Safet, qui commencent à enlever les soldats un par un. Zell et Danny continuent à supprimer quiconque vient sur leur chemin, et ainsi de suite. Même le commandant décide de courir pour ça, mais dit au capitaine de tenir la ligne, et promet d'apporter des renforts. Cependant, les soldats perdent complètement n'importe quel espoir, après avoir vu leur commandant fuir, et ils commencent tous à fuir le combat, tout en étant poursuivis par les gens de la ville. Comme avec une escouade de cavaliers de dragons pour pleuvoir, tandis qu'une unité d'éléphants entre également dans la ville. Le capitaine pense que la bataille est terminée maintenant, mais Barrister semble être devenu fou, comme il détruit sa propre unité d'éléphants, pour absolument aucune raison. Le capitaine se rend compte que son héros est fou, et commence à courir pour sa vie, parmi les ruelles, où il est arrêté par El-Saria et son équipage. Il lui demande de se répandre toutes les informations qu'il a sur Barristar, mais le capitaine décide de courir. Être enchaîné par la fête d'El-Saria. De retour sur le champ de bataille, le chef de mercenaires commence lentement à perdre espoir, alors qu'il regarde l'équipe de dragons voler au-dessus, et un morceau de débris l'aurait écrasé. Si ce n'était pas pour Zell qu'il a brisé avec son épée, et dit au chef de mercenaires de se lever et de se battre. Encore une fois Zell décide que le dragon, l'équipe doit être prise en charge le plus tôt possible, alors il dit à Dang de le suivre, alors qu'il saute d'un faisceau à un autre, avant de se lancer dans le ciel au clair de lune. Soudain, un groupe d'épées magiques apparaît de son corps, alors qu'il s'occupe rapidement de plusieurs cavaliers de dragons. Tout de suite, tout le monde est choqué par cet affichage, et les cavaliers de dragons sont remplis de peur, et ils ne savent même pas quel genre de monstre ils se battent contre eux. Danny saute également dans l'action, alors qu'elle prend en charge l'un des dragons, et commence à tuer quiconque oserait venir sur son chemin. Certains des mages essayent de le Kedavra Avada, mais l'épée de Zell a réussi à bloquer et à refléter la magie. De retour à son utilisateur le tuant immédiatement, Zell saute dans l'une des tours d'horloge, pendant que les citadins le regardent avec admiration, comme ils réalisent que Zell est le véritable héros, qui les protège de ces monstres. Le commandant ordonne à l'équipe de dragons de se concentrer toutes leurs attaques contre le Hero Killer, mais avant de pouvoir lancer une attaque, les mercenaires commencent à les tirer du ciel, avec l'aide de leurs arbalètes géantes qu'ils ont volées directement à Game of Thrones. Les arbalètes sont cependant très efficaces, alors qu'ils tirent la plupart des dragons, gagner un grand avantage. Alors que le chef de mercenaires revendique Zell comme leur héros. Au début, les habitants sont choqués, mais ils se joignent bientôt à leur voix, alors qu'ils chantent Zell comme leur héros, alors que la bataille fait rage. Zell ne se soucie pas vraiment autant, alors qu'il se concentre sur la bataille, et commence à prendre soin du reste de l'équipe de dragons avant de sauter sur le dragon que Danny roulait. Le commandant se rend compte encore une fois qu'il n'est pas un match contre Zell, et décide de fuir. Après avoir ordonné aux hommes de continuer à se battre pendant qu'il obtient un peu plus de renforcement, cela ne s'est évidemment pas bien passé avec les soldats, qui a immédiatement perdu la volonté de combattre, tandis que Zell les a séparés un par un. Le commandant se rend compte qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner le combat, et c'est pour prendre le contrôle de l'un des navires de guerre, créé par Glenn, qui est caché dans cette ville. Il pense à la façon dont le Barristar lui donnera tellement de richesses s'il parvient à gagner cette bataille pour lui. Mais avant qu'il ne puisse atteindre l'emplacement où le navire était caché, le navire lui-même commence à flotter dans les airs, alors que le capitaine pendait sur une corde. Le commandant se rend compte que le capitaine a dû se faire prendre, et a déjà renversé les haricots à El-Saria et son équipage. Avocat en revanche n'a aucune idée de ce développement, et pense que l'un de ses hommes a déjà capturé le produit phare de Glenn, et le porte maintenant à Barrister. Cela lui donne beaucoup d'options, comme il peut simplement transformer toute la ville en poussière, et cendre maintenant, sans crainte de nuire au navire. Il se souvient comment sa demande de créer son propre cuirassé a été rejetée toute explication. Même si Glenn en a construit un pour lui-même, sans aucun problème, cela a vraiment affecté Barristar, qui a commencé à détester Glenn pour toujours se comporter comme s'ils ne sont pas égaux, alors qu'en réalité sont tous les deux des héros. Il se souvient du temps dans la forêt, quand les 7 héros ont été blottis autour d'un feu de camp, alors qu'il se demandait comment les 4 héros parviendraient jamais à sortir de sa bataille vivante. Glenn prétend que Zell est un gars qui a déjà fait face à plusieurs ces codes impossibles, mais en quelque sorte, il a réussi à remporter la victoire. Dans chacun d'eux, avec un sourire sur son visage, soudain il se demande, que feront-ils s'il parvient réellement à gagner cette bataille impossible? Aussi Landgrave affirme que Zell est un bon ami, et il ne dira probablement pas au roi que les héros restants se cachaient dans la forêt.
Mais Glenn n'est pas si sûr, et prétend qu'ils doivent être préparés, juste au cas où. Zell parvient à sortir à travers cette bataille. Aussi, pendant qu'il traversait cette crise, Zell coupait ses hommes à gauche et à droite, et se dirigeait vers son château flottant. Les Mage Riders essayent de l'arrêter avec leur magie, mais Dany parvient à esquiver tous. Avant que Zell ne les coupe avec ses épées magiques, Barrister remarque enfin Zell voler directement vers lui, et décide de le faire exploser du ciel, utiliser son méga canon, mais heureusement pour Zell, l'objectif de Barrister est similaire à moi, essayer de pisser dans le pot en ivre. Elsaria se rend compte que Barrister l'a totalement perdu, et demande à son membre du parti à armer le cuirassé, car ils vont essayer de détruire château de Barrister du ciel. Elle s'excuse auprès de son équipage pour les traîner dans cette situation, comme en suivant ses ordres, ils vont attaquer un héros du pays, qui est un très gros crime, mais son équipage prétend qu'ils en sortiront, d'une manière ou d'une autre, et c'est elle qui devrait faire face au poids des dégâts. Puisqu'elle est une noble bien connue, elle sourit, affirmant que cette tactique impitoyable blessait la position de son père un peu, mais son père l'a élevée pour lutter contre l'injustice. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle leur ordonne d'armer immédiatement le canon, et une fois que tout est prêt, elle donne l'ordre de tirer immédiatement. Une épée géante émerge du cuirassé, qui déclenche une attaque de foudre extrêmement forte, qui détruit quiconque sur son chemin, tout en endommageant aussi gravement le château flottant. Barrister est choqué de voir que le cuirassé tire sur lui, puisqu'il pensait qu'il avait le commandement. Et ça le brise vraiment, alors qu'il commence à pleurer et ordonne une contre-attaque. L'artillerie du château tire une explosion de foudre en retour, mais heureusement, le cuirassé est beaucoup plus rapide, et parvient à échapper à l'attaque de quelques centimètres. Pendant que cela se passe, Dany a du mal à sortir de la ligne d'attaque, et est inquiet, afin qu'il puisse se faire prendre dans le prochain, mais la cellule lui dit de rester près des murs, et se déplacer directement sur les tours. Dany suit ses commandes, et a réussi à atteindre en toute sécurité la tour supérieure, où la barrière se cache. Le héros laid est choqué de voir Zell juste devant sa fenêtre, pendant qu'il dit à Dany de s'éloigner pour l'instant, et revenez pour lui plus tard. Sans épargner une seconde après ça, Zell saute du dragon, et utilise ses épées pour percer la fenêtre, et entre son bastion. Barrister parvient cependant à échapper à cette zone, et commence à courir à travers les escaliers, essayer de trouver un endroit pour se cacher, tout en se souvenant de la façon dont Zell était toujours là pour l'aider, mais il l'a toujours tué de sang-froid. Pendant ce temps, Elsaria n'a aucune idée que Zell est toujours dans la forteresse flottante, alors qu'elle commande une autre attaque contre le château. Le secoué complètement, Zell jette par la fenêtre, et avise que tous les occupants du château évacuent à travers des potes de sécurité et fait une course pour cela, déterminé qu'il ne laissera pas le Barrister s'échapper. Pendant ce temps, les soldats commencent à se battre pour entrer dans le dernier pod de sécurité lorsque Barrister arrive sur les lieux, leur demander de s'éloigner et de le laisser entrer, sans même remarquer qui c'est. Le soldat le renvoie au sol, même après avoir réalisé que c'est le héros lui-même. Ils ne peuvent pas vraiment s'en soucier et s'échapper, le laissant seul pendant que Elsaria tire un autre faisceau puissant au château. Le faisceau détruit la plupart du château, et comme la poussière se réglera, Barrister trouve Zell en se tenant devant lui. Soudain, ses jambes commencent à clignoter devant lui. Comme il se souvient comment sa famille était un homme d'affaires, mais il n'avait pas de cerveau pour une entreprise, mais il était décemment fort. Alors son père lui a dit de devenir soldat à la place. Il se souvient comment, quand il pensait que sa vie était perdue pendant les combats contre un orc, Zell lui a sauvé la vie sans aucune hésitation. L'avocat commence à pleurer, comme il se rend compte que Zell est le même héros il a trahi il y a 20 ans. Zell lui-même est choqué que Barasor le reconnaisse, mais à ce stade, Barasor commence à halluciner alors qu'il pleure en charabia. Et Zell se rend compte que Barasor est devenu mentalement fou. Il décide de couper sa souffrance court, et le cache à travers lui en un seul coup, tuer un autre grand héros de l'Empire. Zell se tient là à contempler ce qu'il doit faire ensuite, quand soudain un énorme navire s'arrête, juste en face du château détruit. L'un des généraux de l'Empire qui connaissait Zell avant, sort et dit à Zell d'arrêter cette folie, mais repère soudainement le cadavre de l'avocat. Allongé sur le sol dans une flaque de sang, il est choqué que Zell ait réussi à tuer, mais 2 héros tout seul. Zell a l'air triste, et affirme qu'il en a encore 5 autres pour s'occuper, quand la fête sort également du navire, et se dirige vers Zell nonchalamment. Affirmer qu'il ne se soucie pas vraiment de Barista, et c'est vraiment bon pour lui. Parce que maintenant la prime sur la tête de Zell est encore plus élevée. Zell le reconnaît immédiatement comme le gars de la ville, qui a pris soin de ces hommes tapageurs, qui harcelaient Pépé. Faye se présente comme un chevalier humble, sous le commandement du héros Glenn, et le défie à un duel. Faye tire immédiatement son épée, et prend une position, qui est très familière à Zell, le surprendre avant qu'il ne puisse réagir. Faye essaye de le frapper avec toutes ses forces, mais Zell a encore assez d'endurance pour suivre sa vitesse, alors qu'il bloque, et dévient toutes les attaques, avant de décider d'aller sur l'offensive.
Les épées s'affrontent à plusieurs reprises, et Régal se rend vite compte qu'il aurait pu sous-estimer le tueur de héros, alors qu'Al commence à prendre le bord, alors qu'il force la fête à tout faire. Leur bataille fait rage, alors que Fist gagne du respect pour son adversaire, tandis que elle se rend compte que la fête doit avoir été formée par le même maître, qu'il a obtenu une formation, et c'est pourquoi il est capable de le suivre. La fête décide de prendre un cran, et se déroule avec un swing overmain, mais elle encore parvient à détourner ses attaques et à le repousser. Faye semble s'amuser, alors qu'il complimente la force et l'endurance de Zell, avant de lui demander de révéler ses vrais pouvoirs, et retirer ses épées magiques de son cul. Avant que Zell ne puisse répondre, Danny arrive et essaye d'aider Zell, mais elle est obligée de maintenir une distance, parce que le château pourrait s'effondrer à tout moment. Feist continue de narguer Zell, affirmant qu'il connaît sa technique de l'aile noire, ce qui lui donne un tas d'épées magiques, et prétend qu'il veut le combattre à pleine puissance. Feist continue que maintenant, il est juste un esclave, qui a gagné une position élevée sous le héros, mais c'est néanmoins un esclave. Une fois qu'il apporte la tête du tristement célèbre tueur de héros, devant le roi, il sera récompensé si généreusement qu'il pouvait gagner sa liberté, après quoi il deviendra probablement un instructeur d'épée. Aussi avec ça, il décide de remonter à nouveau son rythme, afin qu'il puisse forcer Zell à utiliser sa technique d'aile noire. Mais Zell maintient une attitude calme, bloquer défensivement chaque attaque avec une telle précision. Cette fête se rend compte que cet homme aurait même pu dépasser Master Glee en termes de compétences brutes avec l'épée. Le général regarde la scène avec horreur, comme vous pouvez le voir se dérouler devant lui, où la personne, qui est connue comme l'épée la plus forte du royaume, se bat contre un jeune talent, qui est en ligne pour hériter de ce même titre, mais au lieu d'apprendre les uns des autres, ils essayent de se détruire. Ses cris sur la cellule, pour révéler où il a appris l'épée, mais la cellule garde la bouche fermée, forcer le visage à attaquer à nouveau. La cellule recule cette fois, réalisant que ce jeune corps, qu'il s'est transformé en « je ne peux pas vraiment gérer plus que ça ». Fez se rend compte que quelque chose retient Zell et prétend que s'il ne peut pas se battre à pleine puissance, alors Fez n'a pas d'autre choix que de l'éliminer, juste ici maintenant. Avec cette proclamation, l'effraie se concentre toute son attention au bout de son épée, avant d'éclater une rafale d'attaque, trop vite pour que l'œil normal soit témoin. Zell cependant, parvient à peine à suivre ses mouvements et dévient l'attaque, tout en étant repoussé par chaque swing. Malheureusement, il ne peut pas garder ça pour toujours, et Feist trouve une ouverture qu'il exploite et décroche une greffe si rapide que Zell ne réagit pas à temps. Son armure commence à se casser alors qu'il tombe à genoux. Feist ne semble pas être très heureux, alors qu'il se retourne et prétend que ce qu'il a essayé était une imitation très grossière de la technique de l'aile noire, que Zell aurait dû voir venir d'un mile de distance puisqu'il a censé maîtriser cette technique. Zell se remet à nouveau sur ses pieds, avec son épée pointant vers son ennemi, alors que Feist commence à avoir l'air un peu ennuyé, et prétend qu'avec sa prochaine attaque, il finira le combat. Que Zell sourit à Feist. Pensez à la façon dont Master Glee a trouvé un autre jeune homme, avec beaucoup de talent brut, mais il décide que c'est le moment de terminer cette bataille. Pour l'instant, les nuages s'éloignent du chemin. Moonlight tombe sur le dos de Zell, le remplir d'énergie, dont le général réalise, et essaye d'avertir Feist, mais il a déjà commencé son attaque, et se précipite vers Zell de toutes ses forces. Cette fois cependant, Zell parvient à esquiver l'attaque avec une extrême facilité, avant de décrocher sa propre greffe de l'aile noire, qui est si rapide et fort. Cette fête n'a même pas un moment pour traiter, alors que son épée se brise en morceaux, et plusieurs blessures s'ouvrent dans son corps. Alors qu'il tombe au sol, le général se présente immédiatement pour vérifier Feist, reconnaissant qu'il ne soit pas mortellement blessé, alors que Zell dit à Feist qu'il avait raison, et cela avec son corps actuel. La technique de l'aile noire était le seul moyen de vaincre Feist. Il plus loin, affirme qu'il a senti l'hésitation dans la lame de Feist, et lui dit qu'une fois qu'il a surmonté, il pourra maîtriser la technique de l'aile noire. De plus, bientôt, le château commence à tomber en morceaux. Mais heureusement, Danny est juste à l'extérieur avec son dragon, et sonne Zell de la scène de bataille et part. Le général dit à Feist de se ressaisir, mais Feist semble s'être brisé mentalement, comme il se rend compte que Blackwing est un mouvement de tueur à un coup, mais pourtant il est toujours en vie. Ce qui signifie que Zell lui a fait preuve de miséricorde sur lui, et laissé-le vivre dans la ville. Un autre petit noble de la zone voisine décide de profiter de la lutte de pouvoir, et se précipite à l'intérieur de la ville avec ses gardes, où le chef de mercenaires a érigé un drapeau, avec 4 épées, en l'honneur de Zeldaïro. Le noble leur crie pour baisser le drapeau, et se rendre comme le drapeau indique qu'ils sont avec un traître. En tant que tueur de héros, les civils refusent ouvertement ces demandes, affirmer que ce drapeau est du vrai héros, qui les a protégés. Mais le noble décide de prendre la matière entre ses mains, et envoie sa montagne d'un fils avec son marteau, pour faire tomber le drapeau, et quiconque est venu sur son chemin, l'homme se dirige vers le drapeau, et allait frapper l'un des civils. Mais elle vient au bon moment, faire couper son marteau en 2 pièces, et aussi détruisant son armure dans le processus. L'ensemble du peloton de soldats commençait à se frissonner dans leurs bottes, à la vue de l'homme
qui a combattu à lui seul une armée. Le noble Arble essaye de les avancer pour une bataille, mais son propre fils décide de déposer ses armes. Forcer les autres à s'enfuir également. Toute la ville célèbre le retour de leur héros. Mais elle n'épargne même pas le sourire. Alors qu'il se dirige vers le mât et le coupe, pour que le drapeau descende, il sait que si les soldats voient ce drapeau, ils harceleraient encore plus les citoyens de cette région. Et avec ça, il est à nouveau derrière Dany et part au clair de lune vers sa prochaine aventure,